L'homme a toujours voulu repousser les frontières du monde connu. Des exemples marquants, comme les grandes découvertes des Amériques pendant le XVe et XVIe siècle, ou encore la traversée de l'Asie par Marco Polo, encore inconnu du monde européen de l'époque, nous le prouvent. C'est une nature propre à l'homme qui lui a permis de connaître et de coloniser le monde entier. Mais au XXe siècle, l'homme s'est attaqué à la frontière la plus grande et la plus complexe à franchir, l'espace. Et pour cela, il a conçu les plus grands pétards contrôlés du monde, les fusées, telles que la mythique Saturne V qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune, ou encore la Falcon 9 qui est en train de révolutionner le monde du spatial avec les récupérations des tâches de fusée. Maintenant, si l'on veut comprendre et expérimenter le concept de la fusée, il n'est pas nécessaire de mettre sous pression des centaines de tonnes de carburant, pouvant raser un petit village en une poignée de secondes. Un concept simple et sans danger existe, la fusée à eau, ou encore fusée à air comprimé, est parfaite pour comprendre les mécanismes de la fusée grandeur nature. Mais alors, comment fonctionnent ces engins capables, pour les plus perfectionnés d'entre eux, de voler à plus de 600 mètres au-dessus du sol ? Le principe de propulsion de toute fusée repose sur la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Tout le monde la connaît sous le nom de la loi de l'action et de la réaction. C'est cette loi qui fait que si vous montez avec une pierre sur un skateboard, lui-même posé sur un sol bien lisse, lorsque vous lancez la pierre devant vous, vous reculez. La quantité de mouvement d'un élément matériel est le produit de sa masse m par sa vitesse v. Celle d'un système matériel est la somme des quantités de mouvement de chacun de ces éléments matériels. La loi de la conservation de la quantité de mouvement dit: la quantité de mouvement d'un système matériel est nulle ou demeure constante si les forces extérieures qui y sont appliquées ont une résultante nulle. Reprenons l'exemple précédent et supposons d'une part que les forces de frottement du skateboard sur le sol soient nulles et d'autre part, vous êtes en équilibre et immobile. Le système matériel composé de votre personne sur le skate plus la pierre a une résultante nulle des forces extérieures qui y sont appliquées. Le poids est compensé par la réaction du sol. Et la vitesse étant nulle, la quantité de mouvement est nulle. Le produit masse fois vitesse est égal à 0. Si vous lancez la pierre, les deux parties du système matériel que vous formez ont une quantité de mouvement qui est le produit de leur masse respective par leur vitesse. Comme il y a conservation de la quantité de mouvement du système, on a l'équation suivante. Ce qui signifie que si la pierre de masse m2 est lancée avec une vitesse v2, l'expérimentateur sur son skate partira en sens inverse de la pierre à une vitesse v1, égale au produit de la vitesse v2 par le rapport de masse m2 sur m1. Donc, pour une fusée, la règle du jeu consiste à éjecter une masse de matière, gazeuse ou liquide, à une vitesse suffisante pour la propulser l'engin dans l'autre sens. Dans une fusée à eau, la matière permettant la propulsion est de l'eau éjectée par le gaz sous pression dans le réservoir. Supposons que notre fusée à eau n'est soumise à aucune force, comme son poids ou les frottements de l'air. Ensuite, posons un instant t après le décollage. La masse de la fusée est m, sa vitesse est v, et la vitesse d'éjection de l'eau est v'. Considérons l'instant infini décimal voisin t plus dt. Pendant la période très courte de temps dt, une masse d'eau dm va être éjectée. Donc la masse de la fusée aura diminué de dm, mais sa vitesse aura augmenté de dv. La quantité de mouvement dans la fusée, à ce moment, sera de m-dm fois v plus dv. Tandis que la quantité de mouvement de la masse d'eau éjectée est dm fois v moins v'. Comme il y a conservation de la quantité de mouvement, on a cette relation. On peut négliger le terme dm fois dv qui est très petit devant les autres. Ainsi on obtient cette équation. Si l'on appelle le débit massique qm, on a qm égale dm sur dt, et donc on trouve que m fois dv sur dt est égal à qm fois v' en simplifiant. Or, dv sur dt est l'accélération, et donc selon le principe fondamental de la dynamique, m fois dv sur dt est représentative de la force générée par l'éjection de l'eau. C'est la poussée P. On voit selon la formule ci-dessus que la poussée est proportionnelle à la masse d'eau éjectée par seconde, multipliée par la vitesse d'éjection de cette masse d'eau. Maintenant, essayons de simplifier cette formule. Le débit massique étant la masse d'eau éjectée par seconde, c'est aussi égal au produit de la masse volumique par le volume éjecté par seconde. Ce dernier est égal au produit de la surface d'éjection par la vitesse d'éjection. D'où la nouvelle équation de la poussée est égale à
Pour calculer la vitesse d'éjection de l'eau, nous allons utiliser le théorème de Bernoulli. Il est bon de préciser que ce théorème est dû à Daniel Bernoulli, ayant vécu de 1700 à 1782. Le théorème dit précisément que pour un liquide incompressible et non visqueux, il y a conservation de l'énergie mécanique dans l'écoulement en régime permanent et non turbulent de ce fluide. Cette énergie mécanique est la somme de trois composants, les énergies cinétiques, potentielles et de pression, entre deux points, 1 et 2, d'un filet fluide. Donc cette relation, mais on ne s'attardera pas à la démonstration de la formule de la poussée et on trouvera le résultat suivant. Il faut aussi se souvenir que P est une pression absolue dans la bouteille. Or la pression que l'on lit sur le manomètre est une pression différentielle, c'est-à-dire P1 moins P atmosphère. Pendant cette phase de poussée, les forces en présence sont la poussée que nous avons déterminée, le poids de la fusée qui s'oppose à la poussée, et les frottements de l'air, qui sont turbulents, et donc proportionnels à la vitesse au carré. On a donc la relation accélération est égale à la somme des forces divisée par la masse, qui s'applique à la formule générale de notre mouvement. Or, la masse, la pression au sein du réservoir et la vitesse varient au cours du temps, ce qui va grandement compliquer la résolution de cette équation. C'est une équation de Bernoulli qui est bien loin du niveau L1. On va donc procéder par résolution numérique. Maintenant, après cette poussée, nous avons une phase de vol balistique. Il n'y a plus de force de propulsion, mais l'engin est toujours soumis à son poids et au frottement de l'air. La fusée va donc continuer sur sa lancée jusqu'à ce que sa vitesse s'annule complètement. C'est son apogée. Puis va commencer sa redescente. Pendant la montée, le poids et la résistance de l'air vont se conjuguer pour décélérer la fusée, alors qu'en phase descendante, la résistance de l'air va s'opposer au poids de la fusée. On a toujours le PFD qui s'applique à notre relation pour donner cette équation. Pour cette équation, on a une équation différentielle du second ordre, simple à résoudre par des méthodes classiques de résolution d'équations différentielles. Mais pour simplifier notre analyse, nous allons opter pour une résolution numérique sur l'ensemble de notre vol expérimental. Maintenant, avec ces deux phases, nous avons décrit toute la phase de vol de la fusée, enfin presque car on pourrait prendre en compte la chasse de l'air comprimé restant dans la fusée, mais ce terme est suffisamment négligeable pour ne pas s'y attarder. Maintenant, le but est de résoudre ces équations avec un système numérique afin de faire des simulations. En recherchant sur le net, nous avons pu trouver une page internet qui, en rentrant les paramètres de la fusée comme le poids à vide ou encore le volume d'air et eau et la pression, on peut avoir les résultats théoriques du lancement. Et donc, en rentrant les paramètres caractéristiques de la fusée que nous avons conçue et en prenant un vol avec 300 ml d'eau et 4 bars de pression, nous avons obtenu 16,91 mètres en altitude maximale. La question est maintenant de savoir si cela correspond aux valeurs que nous allons mesurer. Un dernier point à noter est que ce modèle est largement simplifié. Si l'on veut rentrer dans un modèle bien plus proche de la réalité, il faudrait utiliser les équations propres au fluide, les équations de Navier-Stokes, et d'autres afin de trouver un système prenant en compte la nature du fluide de l'eau. Après toutes ces équations et ce modèle théorique, il nous faut expérimenter par nous-mêmes. Pour cela, il nous faut plusieurs éléments essentiels au bon fonctionnement de la fusée. Le premier étant la fusée elle-même. Il fallait donc trouver un moyen de garder sous pression la bouteille. Pour le corps de la fusée, nous avons choisi d'utiliser une bouteille d'eau gazeuse, car celles-ci sont résistantes à la pression, typiquement 11 bars, donc largement suffisant pour le vol d'une fusée à eau. Nous avons adopté donc une méthode utilisant un raccord de jardin, que nous avons adapté avec un bouchon du réservoir pour permettre l'étanchéité de celui-ci. Ensuite, la fusée avait besoin d'ailerons pour assurer la stabilité du vol, sans quoi la fusée partirait dans des trajectoires totalement aléatoires. Ceux-ci ont été fabriqués à l'aide de plusieurs couches de plastique souple récupérées sur un classeur. Le plus complexe fut l'étage supérieur de la fusée, qui doit accueillir l'électronique qui enregistrera les données du vol, et qui doit servir de coiffe pour l'aérodynamisme. Notre première idée fut d'intégrer un parachute à la fusée pour sécuriser la phase de descente, mais après de nombreux échecs et un déploiement trop hasardeux, nous nous sommes repliés sur un système plus pragmatique. Nous avons eu l'idée de nous servir de la coiffe comme amortisseur. Son fonctionnement est le suivant. L'air présent dans la coiffe au moment de l'impact s'échappe par des trous prévus à cet effet. La coiffe est simplement glissée sur le réservoir pour pouvoir faire le mouvement de piston censé amortir le choc. De la mousse, ou dans notre cas un tissu, vient servir de rigidificateur pour ralentir la chasse de l'air.
et ralentir l'amortissement pour éviter qu'il y ait trop de tension sur la coiffe en plastique. Ainsi, au choc, l'énergie va être absorbée par la chasse de l'air progressive et donc assurer un atterrissage plus doux pour éviter que l'électronique souffre trop. Parlons de l'électronique embarquée dans la fusée. C'est une carte composée de 5 composants principaux, une batterie au lithium avec son contrôleur de charge, un module Bluetooth HC06, une carte programmable Arduino Nano, un accéléromètre gyromètre MPU6050 et enfin un module de mémoire SPI-RAM de 128 kilo. Tous ces composants sont reliés en suivant le schéma suivant et soudés ensemble à l'aide d'un circuit imprimé prévu à cet effet. Son principe et sa programmation sont assez complexes, mais essayons de procéder par étapes. Tout commence dans le module de mesure qui va capter des échantillons d'accélération et de vitesse angulaire dans les 3 dimensions de l'espace, tout cela à une fréquence de 200 Hz. Ensuite, la carte Arduino va permettre de transférer ces données dans la mémoire afin de les stocker. Et par l'intermédiaire du module sans fil et d'une application développée spécialement pour cela, nous pouvons contrôler la capture et le transfert de données à la fin du vol pour être ensuite analysé par ordinateur. Ainsi, notre fusée finale a ses caractéristiques. 320 grammes à vide, un volume de réservoir de 1,15 litres, pour une taille de 55 cm et 8,4 cm de diamètre. Pour le lanceur, rien de plus simple, nous avons seulement utilisé un tuyau de gaz en adaptant d'un côté une valve de chambre à air de vélo et de l'autre un raccord de jardinage pouvant servir de joint et de déclencheur. Ce système est fixé sur un support pour avoir une direction initiale bien à l'azimut. Nous avons effectué plusieurs tirs avec beaucoup d'échecs à cause de problèmes de conception et de conditions météo difficiles qui ont ralenti énormément le processus. Malgré tout, nous avons finalement réussi à obtenir quelques échantillons suffisamment propres pour être analysés par ordinateur. La première étape de l'analyse de nos données consiste à simplement intégrer 2 fois nos valeurs d'accélération, avec un principe d'intégration numérique, afin d'obtenir notre position dans les 3 dimensions de l'espace. Enfin, ce serait l'idéal. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Si l'on veut aller plus loin, il faut comprendre comment fonctionnent nos capteurs. En effet, nos valeurs d'accélération ne prennent absolument pas en compte les rotations subies par la fusée. Et oui, l'accélération mesurée est prise dans le référentiel de la fusée, qui n'est pas du tout galiléen. Pour y remédier, il faut passer par des calculs matriciels assez complexes qui vont, grâce aux rotations enregistrées par le gyroscope, nous permettre de trouver la trajectoire exacte de notre fusée en vol. Malheureusement, notre gyroscope est trop sensible et enregistre des variations bien plus grandes que les valeurs réelles. On obtient alors des courbes totalement insolites et bien loin de la réalité. Maintenant, en y réfléchissant bien, pendant la phase montante de la fusée, sa trajectoire reste rectiligne et subit peu de rotation. On peut donc en déduire une approximation avec seulement nos valeurs trouvées par notre accéléromètre, et donc ainsi trouver l'apogée de notre fusée. Ainsi, pour notre vol avec 4 barres de pression et 300 ml d'eau, on trouve une altitude maximale de 16,78 mètres. Et à l'aide d'un logiciel, sa trajectoire a pu être représentée graphiquement dans les 3 dimensions. Maintenant, il est intéressant de comparer notre modèle à ces valeurs. Les 2 vols sont très similaires. Dans les 2 cas, le vol dure environ 4 secondes. Et pour les 2 cas, la fusée atteint son apogée à 16,9 mètres de haut, plus ou moins 1 mètre. Notre vol expérimental correspond donc bien à notre modèle. Au final, la fusée à eau est une échelle réduite des fusées géantes destinées aux vols spatiaux. Et malgré sa petite taille, son principe et les équations qui régissent son mouvement sont très similaires. On se rend vite compte que si l'on veut un modèle précis de la propulsion de cette fusée à eau, il faut faire intervenir des principes assez complexes en mathématiques et en mécanique des fluides. Néanmoins, c'est un moyen très efficace et simple à mettre en place pour comprendre toute cette physique qui, grâce à elle, nous fait franchir la plus grande frontière de tous les temps, l'espace.